Saviez-vous qu'il existe sur notre planète une structure vivante si massive qu'elle est visible depuis l'espace, plus grande que la Grande Muraille de Chine et abritant un quart de toutes les espèces marines? Cette merveille naturelle, complexe et vibrante n'est pas une chaîne de montagnes ni un continent, mais un réseau interconnecté d'organismes minuscules qui, au fil d'innombrables millénaires, ont bâti une architecture biologique sans égale, les étonnantes barrières de corail. Mais comment est-il possible que des êtres aussi petits érigent des forteresses sous-marines d'une telle ampleur? Et quels sont les processus exacts qui façonnent ces écosystèmes, qui, malgré leur taille et leur importance vitale, sont fragiles et luttent constamment pour leur survie? Pour comprendre la formation d'une barrière de corail, nous devons nous immerger dans le micro-monde des polypes coralliens, les véritables architectes de ces écosystèmes majestueux. Chaque polype est un minuscule invertébré, apparenté aux méduses et aux anémones, mesurant de quelques millimètres à quelques centimètres. Ces êtres solitaires sont l'unité fondamentale, mais leur pouvoir réside dans la collaboration. Un jeune polype s'installe sur une surface dure au fond marin, comme une roche volcanique, un fragment de corail mort ou même la coque d'un bateau coulé. C'est le premier ancrage, le point de départ. Une fois fixé, ce polype primaire commence à se reproduire asexuellement, créant des copies génétiquement identiques de lui-même par un processus appelé bourgeonnement. Imaginez une petite protubérance qui se développe sur le côté du polype original jusqu'à ce qu'elle devienne un nouvel individu. Ces nouveaux polypes restent connectés à l'original, formant une colonie. Avec le temps, des milliers, voire des millions de ces petits organismes se regroupent, donnant naissance à une structure de plus en plus grande. La vraie magie commence avec la sécrétion de carbonate de calcium. Chaque polype, tel un minuscule bâtisseur, extrait les ions calcium et carbonate de l'eau de mer pour sécréter un squelette dur et protecteur à sa base. Ce squelette, appelé calice, est principalement composé d'aragonite, une forme cristalline de carbonate de calcium. À mesure que la colonie grandit et que de nouveaux polypes s'ajoutent, chacun contribue avec son propre squelette, et ceux-ci fusionnent et s'empilent, formant la structure rocheuse fondamentale du récif. C'est une croissance lente mais implacable. Les coraux à croissance plus rapide, comme les coraux ramifiés, peuvent ajouter jusqu'à 10 cm à leur longueur chaque année, tandis que les coraux massifs, aux formes cérébrales ou rocheuses, peuvent ne croître que de quelques millimètres annuellement. Une composante vitale et peut-être la plus surprenante de la formation corallienne est la relation symbiotique avec les zooxanthelles. Ce sont des micro-algues photosynthétiques qui vivent à l'intérieur des tissus des polypes coralliens. C'est une association mutualiste parfaite. Les polypes fournissent aux zooxanthelles un abri sûr et du dioxyde de carbone, un sous-produit de leur métabolisme. En retour, les zooxanthelles, par la photosynthèse, produisent de l'oxygène et des composés organiques riches en énergie, tels que des sucres et des acides aminés, que le corail utilise pour sa nutrition et, surtout, pour stimuler la construction de son squelette de carbonate de calcium. Jusqu'à 90% de l'énergie dont le corail a besoin pour croître et se maintenir provient de cette symbiose. Ceci explique pourquoi les récifs coralliens se trouvent principalement dans les eaux tropicales, peu profondes et cristallines, où la lumière du soleil peut pénétrer et nourrir les zooxanthelles. L'absence de lumière solaire adéquate signifie l'absence de zooxanthelles fonctionnelles, ce qui ralentit considérablement la croissance du corail et, en fin de compte, empêche la formation de récifs à grande échelle. Mais les coraux ne sont pas les seuls protagonistes de ce chef-d'œuvre sous-marin. La structure du récif est une mosaïque de vie et de processus géologiques entrelacés. Les algues coralliennes, par exemple, jouent un rôle crucial. Ces algues rouges sécrètent du carbonate de calcium et agissent comme une colle naturelle, cimentant les fragments de corail morts et les sédiments, renforçant la structure du récif et la rendant plus résistante à l'érosion des vagues. D'autres organismes calcificateurs, tels que les huîtres, les bivalves et certains types de vers tubicoles, contribuent également avec leur squelette et leurs coquilles, ajoutant volume et complexité à la matrice du récif. À mesure que les générations de coraux et d'autres organismes meurent, leurs squelettes s'accumulent, formant des couches de sédiments qui se compactent et se litifient avec le temps, devenant le matériau de base de la structure rocheuse. Ce processus n'est pas insensible à la dégradation. La bioérosion, l'usure naturelle de la roche récifale par des organismes tels que les éponges foreuses, les oursins ou certains poissons perroquets qui se nourrissent d'algues en raclant le corail, fait également partie intégrante de la dynamique du récif.
Bien qu'elle puisse sembler destructrice, cette érosion est essentielle à la santé du récif, car elle recycle les nutriments et crée des espaces pour que de nouveaux polypes puissent s'installer. Les poissons perroquets, par exemple, peuvent produire des tonnes de sable corallien par an en broyant le squelette de corail tout en se nourrissant des algues incrustées. Ce sable, déposé au fond marin, contribue à la formation des plages idylliques de sable blanc que nous associons souvent aux îles tropicales. C'est un cycle continu de construction, d'érosion et de reconstruction qui façonne le récif au fil des millénaires. L'échelle temporelle de cette formation est difficile à comprendre pour l'esprit humain. Une barrière de corail peut prendre des milliers, voire des millions d'années pour atteindre sa taille et sa complexité actuelle. La Grande Barrière de corail d'Australie, par exemple, a une histoire géologique qui remonte à plus de 20 millions d'années. Sa forme et son emplacement actuel se sont développés au cours des 10 000 dernières années après la dernière période glaciaire, à mesure que le niveau de la mer montait et que les plateformes continentales étaient inondées, offrant de nouvelles zones pour la colonisation corallienne. Cette barrière s'étend sur plus de 2300 km le long de la côte du Queensland, abritant plus de 1500 espèces de poissons, 400 espèces de coraux durs et mous et plus de 30 espèces de mammifères marins, y compris des dugongs et des baleines. C'est un véritable écosystème en soi, un témoignage de la persévérance de la vie. Il existe principalement 3 types de barrières de corail, chacun reflétant différents processus géologiques et conditions environnementales. Premièrement, les récifs frangeants, qui sont les plus courants et poussent directement depuis la côte ou dans des eaux peu profondes d'îles volcaniques. Il n'y a pas de lagon significatif entre le récif et la terre. Un exemple clair se trouve dans de nombreuses îles des Caraïbes, où la frange corallienne borde les côtes, offrant une protection naturelle contre les vagues. Deuxièmement, nous avons les majestueux récifs barrières, séparés de la côte par un lagon profond et large. La Grande Barrière de corail d'Australie est l'exemple le plus emblématique de ce type. Son immensité et sa distance de la côte en font une merveille mondiale. Cette barrière protège non seulement le littoral de l'érosion et des tempêtes tropicales, mais elle crée également un habitat marin unique au sein de son lagon, avec des eaux plus chaudes et plus calmes qui servent de nurserie pour d'innombrables espèces. Et enfin, les atolls, peut-être les plus énigmatiques et visuellement impressionnants. Un atoll est un anneau de corail qui enserre un lagon central, souvent sans aucune île terrestre en son centre. La théorie la plus acceptée sur leur formation a été proposée par Charles Darwin au milieu du XIXe siècle. Il a postulé que les atolls se forment à partir de récifs frangeants qui entourent des îles volcaniques océaniques. À mesure que l'île s'enfonce lentement dans l'océan en raison de la subsidence tectonique ou de l'érosion, le corail continue de croître vers le haut, se maintenant près de la surface de l'eau où il y a suffisamment de lumière solaire. Avec le temps, l'île volcanique disparaît complètement sous l'eau, ne laissant que l'anneau de corail qui délimite l'ancien emplacement de l'île. Les Maldives, dans l'océan Indien, sont un archipel composé presque entièrement d'atolls, offrant un exemple spectaculaire de cette incroyable formation géologique et biologique. Chaque atoll des Maldives, avec ses eaux turquoises et sa vie marine abondante, est un rappel vivant de cette théorie. L'importance écologique des barrières de corail transcende leur beauté. Ce sont d'authentiques villes sous-marines, de vibrants foyers de biodiversité. Bien qu'elles couvrent moins d'1% du fond océanique, elles abritent un quart de toutes les espèces marines connues. Elles sont le foyer, la nurserie et la zone d'alimentation d'innombrables poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés. Pensez aux poissons clowns et à sa symbiose avec l'anémone, aux requins de récifs patrouillant leurs eaux ou aux tortues marines qui se nourrissent dans leurs herbiers marins adjacents. Ce vaste réseau de vie est fondamental pour la santé des océans. Au-delà de leur valeur biologique, les barrières de corail fournissent des services écosystémiques cruciaux pour l'humanité. Ce sont des défenses côtières naturelles. Imaginez une vague gigantesque se dirigeant vers la côte. Les récifs agissent comme des brise-lames géants, dissipant jusqu'à 97% de l'énergie des vagues avant qu'elles atteignent le rivage. Cela protège les communautés côtières de l'érosion, des inondations et des dommages causés par les tempêtes tropicales et les tsunamis. Par exemple, des études ont montré que lors du tsunami de l'océan Indien en 2004, les zones côtières protégées par des récifs coralliens ont subi considérablement moins de dommages que celles dépourvues de cette barrière. Barrière naturelle. Face à ce constat, les efforts de conservation sont plus urgents que jamais.
Des aires marines protégées sont en cours d'établissement. Ce sont des zones désignées où les activités humaines nuisibles sont restreintes ou interdites, permettant aux récifs de se rétablir. Ces zones peuvent être aussi petites qu'1 km² ou aussi grandes que le parc marin de la Grande Barrière de Corail qui couvre plus de 344 000 km². La mise en œuvre de réglementations de pêche durables est cruciale pour maintenir des populations de poissons saines et un équilibre écologique au sein du récif. De plus, la science et la technologie contribuent activement à la restauration des récifs. Des projets comme la Fondation pour la restauration des coraux en Floride cultivent des fragments de corail dans des crèches sous-marines, où ils grandissent dans des conditions contrôlées avant d'être replantés sur les récifs dégradés. Ces petits fragments, souvent de la taille d'une pièce de monnaie, sont collés à des structures rocheuses et avec le temps, ils grandissent pour restaurer le récif. Certaines initiatives étudient la propagation de coraux résistants à la chaleur et à l'acidification, recherchant des génotypes capables de survivre dans un futur océanique changeant. L'éducation et la sensibilisation du public sont également fondamentales. En comprenant la vitalité et la fragilité de ces écosystèmes, les gens peuvent prendre des décisions plus éclairées, allant du soutien aux pratiques de tourisme responsable à la réduction de leur propre empreinte carbone. Chaque petite action compte, du choix de fruits de mer durables à la participation à des nettoyages de plages et de récifs. C'est un effort mondial qui requiert la participation des gouvernements, des scientifiques, des communautés locales et de chaque individu. La formation stupéfiante des barrières de corail est un témoignage de la beauté complexe et de la puissante résilience de la nature. Mais c'est aussi un rappel de notre responsabilité. La survie de ces jardins sous-marins et du vaste réseau de vie qu'ils soutiennent, y compris le nôtre, dépend des décisions que nous prenons aujourd'hui. Chaque polype, chaque zooxanthelle, chaque roche de carbonate de calcium, chaque vague amortie par le récif nous rappelle l'interconnexion de tout sur notre planète. Ainsi, explorateurs, si ce voyage au cœur des récifs vous a émerveillé et vous a fait ressentir l'urgence de leur protection, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour continuer à découvrir les mystères de notre monde. Laissez un j'aime si la vidéo vous a semblé fascinante, partagez cette connaissance avec vos amis et laissez un commentaire nous disant ce qui vous a le plus marqué dans la formation des récifs coralliens.